L'émission de débat sur le 360. Assainissement fiscal, régularisation fiscale, amnistie fiscale, la fin de la récréation fiscale. Plusieurs appellations, plusieurs expressions, mais il s'agit d'une seule opération. C'est une vaste opération de mise en conformité fiscale qui a été menée par la Direction générale des impôts ces dernières semaines auprès des professions libérales. Nous sommes à Rabat, au siège de la DGI, de la Direction générale des impôts. Nous avons rendez-vous avec celui qui a été chargé de la mise en œuvre de cette opération. A tout de suite. Amen, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du contrôle à la Direction générale des impôts. Vous avez effectué toute votre carrière au sein de l'administration fiscale. Vous avez intégré la DGI en 1981 et puis vous avez gravi les échelons jusqu'à devenir directeur régional des impôts à Tanger, c'était en 2011, puis directeur régional des impôts à Casablanca en 2013. En juin 2017, vous avez été nommé par le Conseil de gouvernement à la tête de la direction du contrôle. Alors, Mostafa Amen, qu'est-ce que ça vous fait d'être le patron d'une direction qui fait peur? Vous êtes le patron d'une armée de vérificateurs qui effraie les gens. Le terme contrôle fiscal effraie et ça peut des fois être lourd de conséquences. Comment vous gérez cette situation? Je crois que quelque part, il y a une certaine incompréhension qui s'est installée depuis longtemps. Et on espère, du moins on y travaille depuis un moment, à dissiper ce genre de crainte et ce genre d'appréhension qu'ont les contribuables par rapport au contrôle et par rapport à l'administration fiscale d'une manière générale. Je rappellerai rapidement que la direction du contrôle n'est pas une entité autonome, indépendante. Elle opère au sein d'une direction qui est la Direction générale des impôts. Donc c'est d'institutions qu'il s'agit, à savoir la Direction générale des impôts. Mais pour ce qui est de l'élément relatif à la crainte ou au fait que le contrôle fait peur, je crois que quelque part c'est une question juste de perception et d'appréhension qu'ont les gens à l'égard du contrôle. Nous sommes dans un état de droit et les voies de recours et les garanties sont là pour conforter les contribuables dans leur démarches quand ils sont soumis à des procédures de contrôle fiscal. Donc, tout se fait dans la légalité et en conformité totale avec les dispositions du Code général des impôts et en aucune manière en dehors de cela. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. L'année 2018 a été marquée par un renforcement exceptionnel du contrôle fiscal destiné aux professions libérales. Qu'est-ce qui justifie ce changement de traitement de l'administration fiscale vis-à-vis de cette population de contribuables? Alors, je partirai tout simplement du constat suivant, parce qu'il va falloir faire le constat, faire le bilan de la session actuelle pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses. Pour la première fois, la Direction générale a décliné sa politique de contrôle au début de l'année 2018. Dans le cadre de cette action de contrôle ou de cette politique de contrôle, un certain nombre d'axes d'intervention ont été fixés ou retenus. Je les rappellerai brièvement. Le premier, c'est qu'il y a un phénomène d'entreprises ou de sociétés déficitaires qui sont en situation de déficit chronique. Donc cette situation ne peut en aucune manière perdurer ni continuer. Deuxième point ou deuxième axe, c'est qu'un certain nombre d'entreprises dégagent des bénéfices, mais ils sont insuffisants, ils permettent juste de payer la cotisation minimale. Donc dans les faits, ils sont dans la même situation que les entreprises déficitaires. Troisième axe, c'est celui relatif à la TVA. La TVA, c'est quelque chose, c'est une affaire entre le consommateur et le trésor. L'entreprise devrait se limiter à jouer le rôle d'intermédiaire entre le consommateur et le trésor. Elle doit la collecter auprès du consommateur et la reverser tout simplement. Or, il a été relevé effectivement que ce n'est pas le cas et c'est une situation contre laquelle la DGI est déterminée à agir pour effectivement permettre
à la TVA d'être reversée comme elle se doit. Quatrième et dernier axe, c'est celui de l'IR professionnel. Et à partir de là, je citerai quand même quelques chiffres qui me paraissent importants. Le premier, c'est que si on regarde un petit peu la contribution de l'IR, de l'impôt sur le revenu, par rapport aux recettes fiscales, ça représente pratiquement 25%. À l'intérieur de cette famille ou d'IR d'une manière générale, l'IR professionnel représente à peine 5% des recettes IR totales. Donc, cette situation ne pouvait en aucune manière continuer de cette manière-là. Il fallait absolument agir, et c'est dans ce cadre-là qu'on a initié l'opération avec les professions libérales. Ça ne va pas se limiter aux professions libérales, ça va continuer et toucher l'ensemble des professionnels qui opèrent en personne physique équipée l'IR professionnel. Donc justement, vous avez agi en allant à la rencontre des différentes professions libérales, vous avez fait le tour un petit peu des corporations et vous êtes arrivé à avoir une sorte d'arrangement avec les différentes corporations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche que vous avez suivie avant de sceller ces accords, ou plutôt ces arrangements avec les différentes professions? En fait, la démarche, on peut la disséquer en deux types. La première démarche, quand il s'agit d'un cas qui peut faire l'objet d'un contrôle, nous avons deux possibilités. Ou le contrôle pur et simple, et bon, qu'est-ce qui motiverait un contrôle au vrai sens du terme? C'est un petit peu la disponibilité de l'information. Donc, dans le cadre de l'action actuelle, nous sommes partis du point de départ suivant. Les professionnels pour lesquels ou sur lesquels nous disposons de l'information se forment de recoupements auprès des partenaires, relevés au niveau de ces déclarations. Donc, ceux-là, on a engagé la procédure de contrôle donc classique. Pour les autres, aujourd'hui, le système d'information permet de faire des comparaisons, peut dégager ou calculer des moyennes, peut déterminer des écarts types, aussi observer des tendances. À partir de là, les contribuables pour lesquels nous estimons ou nous considérons que leur contribution fiscale elle est insuffisante ou faible, donc nous les avons approchés pour qu'ils régularisent leur situation jusqu'à fin 2017. Et pourquoi on parle la situation de 2014 à 2017? 2014 à 2017, les années non prescrites, donc fiscalement ça fait 4 ans, un total de 4 ans. Donc d'ailleurs, le délai de prescription est pratiquement tout le temps de 4 ans, sauf cas exceptionnel de report déficitaire ou de crédit de TVA reportable. Mais en tout cas, pour ces professionnels-là, les dispositions du Code général des impôts, plus exactement l'article 221 bis, permettent effectivement de procéder de la sorte. Donc on envoie une lettre par laquelle on porte à la connaissance du contribuable concerné les insuffisances, irrégularités ou anomalies relevées, et il dispose d'un délai de 30 jours pour pouvoir réagir à cette demande ou cette lettre d'explication. Si la demande, donc si au niveau de sa réponse il arrive à donner les justificatifs nécessaires, on clôt le dossier. Sinon, la loi permet effectivement de souscrire à une déclaration rectificative. Donc à partir de là, nous avons eu des séances de travail avec les professionnels, toutes professions libérales confondues. Bon, pratiquement aujourd'hui, on a trouvé, je crois, des formules avec 4 cliniques, médecins, avocats et notaires. Ça nous a permis un petit peu de déterminer, on peut l'appeler grille, on peut l'appeler... Alors justement, la grille, on ne sait pas beaucoup sur le mode de détermination des barèmes qui ont été fixés dans le cadre de ce... C'est en fait lié... c'est lié à chaque profession. Donc, les professions n'ont pas été traitées de la même manière, parce qu'un médecin, ce n'est pas du tout la même chose qu'un notaire. Est-ce que ça a fait l'objet d'un débat, ou bien ça fait partie du pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale? Absolument pas. C'est quelque chose qui a été déterminé d'un commun accord avec les professionnels, sachant que une fois ces grilles donc arrêtées, donc d'une manière consensuelle avec ces professionnels, l'adhésion, c'est quelque chose de tout à fait volontaire. Il n'y a pas d'obligation. Alors, les gens devraient normalement souscrire à l'opération et en même temps payer avec un délai fixé au 31 décembre. D'abord, est-ce qu'il y aura un délai supplémentaire?
Et puisque, sachant que cette émission a été enregistrée le vendredi 28 décembre, est-ce que vous avez le sentiment que les contribuables concernés ont adhéré massivement à cette opération? Vous savez, par rapport à cela, je donnerai quand même 2 dates ou 2 délais. Le premier, il est relatif à la souscription de la déclaration rectificative. Pour cela, il y a un délai qui a été fixé, c'est celui du 31/12/2018. Mais par contre, pour ce qui est du paiement, ceux qui auront souscrit à cette opération et qui ont adhéré à cette opération ont la possibilité de payer la moitié avant le 31/12 et la deuxième moitié fractionnée en 2 tranches, une en janvier et la deuxième en mars 2019. Donc la souscription c'est au plus tard le 31/12, mais le paiement c'est entre la moitié fin d'année et l'autre moitié premier trimestre 2019. Est-ce qu'on peut avoir déjà un bilan chiffré par rapport au nombre des contribuables qui ont souscrit à l'opération ou peut-être le montant payé dans le cadre de cette opération? Aujourd'hui, la Direction générale des impôts opère quelque chose comme 30 000 contrôles par an, entre contrôles sur place et vérifications. Bon, pratiquement on est à 10 000, et contrôle sur pièce, toujours dans le même cadre dans le cadre de ce même article 221 bis, on opère quelque chose comme 20 000. Donc pour 2018, on a fait 10 000 contrôles sur pièce, sur place plutôt, et 20 000 contrôles sur pièce. Pour cette opération-là, on ambitionne quand même arriver à 10 000 contrôles sur pièce, 10 000 cas qui vont adhérer à cette opération. On l'espère. Le taux d'adhésion, à mon sens, il est satisfaisant en valeur aujourd'hui, mais il est un peu disparate. Ça dépend des professions. Il y a plus d'adhésion de la part de certaines professions comparativement avec d'autres. Alors, les gens qui ont souscrit à cette opération n'ont pas pu obtenir le quitus fiscal. Qu'est-ce qui empêche l'administration fiscale de leur donner ce certificat qui, d'ailleurs, montre qu'ils sont quittes par rapport à l'IR sur ces années de 2014 à 2017? Vous savez, si on parle de quitus, on est dans le cadre de l'amnistie. L'amnistie, elle relève du domaine du législateur. Donc la DGI ne peut pas décréter d'une manière unilatérale une amnistie sans que cela ne soit voté par le Parlement. Mais on est dans une opération de régularisation de ces professionnels d'une manière volontaire. On s'est mis à deux, c'est-à-dire ces contribuables et la DGI, pour déterminer le cadre dans lequel cette opération peut se faire, et c'est ce qui a été fait. Maintenant... Mais les gens ont besoin d'être rassurés. Très bien. Parce qu'en l'absence de ce document, l'administration fiscale peut à tout moment revenir chez les contribuables qui ont souscrit à cette opération et exiger éventuellement un contrôle fiscal. Bon, pour ceux qui auront souscrit à cette déclaration, en contrepartie du paiement effectué, ils vont avoir une quittance de paiement, ce qui est normal. Bon, maintenant, je l'avais dit au départ, ces professionnels sur lesquels nous disposons de l'information, ils ont été programmés pour le contrôle fiscal. Et ceux qui ont été programmés au contrôle fiscal sont exclus de cette opération. Par contre, pour les autres, pour lesquels nous n'avons pas d'informations précises de recoupement, mais nous estimons que leur contribution est insuffisante. Ceux-là ont fait l'objet de cette procédure de régularisation dans le cadre de l'article 221 bis. Alors que répondez-vous à ceux qui pensent que cette opération risque d'avoir des répercussions néfastes sur l'économie parce qu'en fouillant dans les comptes bancaires des conjoints, des enfants, des parents, dans les biens immobiliers, chez la conservation foncière, etc., vous poussez les gens à s'orienter vers le secteur informel, ce qui se traduirait par une accentuation probable de la fuite des capitaux et éventuellement une baisse des dépôts. D'ailleurs, on prédit ce scénario de baisse, de décélération au niveau des dépôts bancaires. Je pourrais dire que c'est plutôt tout à fait le contraire qui va se produire. Pourquoi? Parce que, le fait d'élargir l'assiette et d'amener les uns et les autres à payer leurs impôts, ça ne peut avoir que des répercussions et des impacts positifs sur l'économie et sur la société. Vous savez que l'évasion fiscale et le fait d'éluder et de ne pas payer l'impôt
a comme conséquence de transférer la charge fiscale entre contribuables. On se retrouvera dans une situation où certains qui paient leurs impôts d'une manière régulière et d'une manière en respectant la loi vont se retrouver taxés plus que d'autres, et c'est un facteur par conséquent de concurrence déloyale. Donc par cette action, il faudrait qu'on arrive à une situation où on élargira l'assiette, on favorisera donc les conditions de la concurrence loyale entre les entreprises d'une manière générale, et par cette formule ou cette opération de régularisation, au contraire, on escompte quand même libérer ces gens pour pouvoir injecter leurs fonds dans l'économie, et ça ne peut avoir que des répercussions positives. Est-ce que vous avez communiqué suffisamment auprès des professions libérales, parce qu'on a l'impression qu'il y a une certaine brutalité dans la démarche, il y a aussi un manque de communication. Ce manque de communication a laissé le champ libre à des interprétations parfois contradictoires et variées au sein d'une même corporation. Et on a l'impression que la réponse et la formule apportée par l'administration fiscale n'a pas été acceptée unanimement par les professions libérales. C'est vrai aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est décidé au niveau de la Direction générale des impôts. On devrait communiquer davantage, et on le fait, mais peut-être on ne le fait pas suffisamment. D'ailleurs, dans le cadre de l'initiation de cette opération, nous avons échangé énormément avec ces professionnels-là. Ça nous a permis de comprendre leur réalité, mais ça leur a permis aussi de comprendre nos contraintes et le cadre dans lequel on agit. Donc, il va falloir peut-être communiquer davantage pour permettre aux uns et aux autres de comprendre mieux l'impôt et mieux la fiscalité. D'ailleurs, le jour où les gens vont commencer à payer leurs impôts d'une manière normale et régulière, c'est une garantie de cohésion sociale pour toujours. On l'espère bien. En tout cas, c'est une nouvelle page qui s'ouvre entre l'administration fiscale et les professions libérales. Merci en tout cas Mustapha Amen d'avoir répondu à nos questions. Merci chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. À très bientôt.